On repart, les amis. On repart avec Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste, Montpensier Finance. J'ai été regarder la capitale de la Sachsen-Anhalt. Oui. C'est Magdebourg. C'est Magdebourg, oui, voilà, c'est ça, exactement. On est au cœur de l'ex-Allemagne de l'Est. Légèrement à l'ouest de Berlin. Mais au cœur de la Saxe, alors. Au cœur de la Saxe, au cœur de l'Allemagne de l'Est. Oui. Et donc, toi, tu as... c'est un petit message que tu as envoyé sur les réseaux qui m'a intéressé, c'est-à-dire... tu penses que la large victoire de la CDU, le parti d'Angela Merkel, enfin en fait de son successeur maintenant, donc dans ces plaines de Saxe, est en partie due au fait que les Allemands ont commencé à siffler la fin de la récréation sur l'expansion monétaire et le soutien aux économies européennes. C'est-à-dire que depuis un certain temps, la position d'Angela Merkel est quand même très très contestée. La position d'Angela Merkel, c'est... surtout pas de vague. Il est important de montrer aux autres copropriétaires de la maison euro que nous sommes prêts à prendre toutes nos parts dans le paiement des charges. Il n'y aura aucun problème. En particulier Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances, mais désormais président du Bundestag, tout de même, écrit une lettre ouverte dans le Financial Times, tout de même, un média quand même qui est très regardé, en disant la stabilité sociale européenne dépend du retour de la solidité fiscale et de la rigueur germanique. Donc n'opposez pas les deux. En fait, nous sommes les garants, non pas uniquement d'une rigueur budgétaire un peu aride et qui ne comprendrait pas les attentes des peuples. Non, nous sommes garants de ce que les peuples attendent réellement, c'est-à-dire de la stabilité. Et s'il faut manier, et je cite ces termes, la carotte et le bâton, nous invitons l'Europe à le faire pour garantir justement les équilibres financiers. Et là, on sent que le parti CDU est en train de revenir à des fondamentaux qu'il avait quand même largement quittés. C'est-à-dire dire, bon, on est prêt à payer, mais à un moment donné, il faut que les copropriétaires sachent que profiter de la piscine sans payer, à un moment, ça va 2 minutes. Ouais. Et là... Même, on va vider la piscine, quoi, les mecs. Voilà. Il faut retourner au boulot, quoi. Voilà, exactement. Il faut retourner au boulot. Et quand on regarde l'état dans lequel l'Europe sort de la pandémie, on a 14 pays du Nord qui ressortent avec, globalement, 60-70% de dette sur PIB. 14 pays du Nord. Voilà. Et globalement de l'Europe, pas de la zone euro, l'Europe. Et on a 7 pays du Sud qui ressortent avec plus de 100% de dette sur PIB. Même 5 pays du Sud, si on le resserre un peu, avec plus de 110%. Nous, on est à 120, nous. Nous, on est entre 115 et 120, ouais. Donc la France, on est à 120, les Pays-Bas sont en dessous de 60. Ils sont en dessous de 60, ils sont à 55. Ils vont sortir autour de 70, 68, 70, et ils vont retourner à 60. Et donc tu penses que là... En fait, il y a un risque de fracture. Là, il y a un véritable risque de fragmentation. C'est-à-dire, j'avais même appelé ça la guerre de sécession qui vient. C'est-à-dire que la sécession américaine est venue, il faut s'en souvenir, de problématiques fiscales, de problématiques financières. Là, on commence à atteindre, je pense, les limites, en particulier pour l'Allemagne, du modèle européen qui nous dit, vous inquiétez pas, la Banque Centrale Européenne est là pour tout financer. Et là, l'Allemagne commence à dire, oui, mais moi, j'ai 4% d'inflation. Et quand je dis moi, j'ai 4% d'inflation, ça veut dire que, par exemple, la Grèce, elle est toujours en inflation négative. Mais l'Allemagne a 4% d'inflation. La France a un peu plus de 2%. La France est dans la moyenne. La France représente la moyenne de la zone euro, mais l'Allemagne est à 4. Donc, ça veut dire, pour être clair, à 4, elle demande à ce qu'on remonte les taux d'intérêt pour faire passer en sursoir. Alors, sans aucun... elle sait très bien que dans les 4%, il y a aussi l'arrêt de la baisse de la TVA qu'ils avaient prise et qu'à un moment donné, il fallait effectivement... Oui, ils ont fait une baisse temporaire de TVA pendant le exactement. Covid. Mais clairement, même si on défale que la baisse de la TVA, on est quand même bien au-dessus des 2% en Allemagne, clairement. Et l'Allemagne, l'inflation, c'est très important parce que c'est un pays vieux. Tu vois une accélération de l'inflation en Allemagne plus rapide qu'en France, par exemple? L'Allemagne est confrontée en particulier à des pénuries de main-d'œuvre qui commencent à être très très sévères dans beaucoup de secteurs. Plus les pénuries qu'on connaît sur les secteurs industriels, mais ça, tout le monde les connaît. Elle est particulièrement exposée sur la partie industrielle, c'est très clair. Mais sur cette partie, justement, main-d'œuvre, l'Allemagne a véritablement des problèmes véritables problèmes. C'est quand ça passe dans la fameuse boucle prix-salaire, c'est quand ça passe dans les salaires qu'on parle réellement d'inflation. Exactement. Quand on regarde, par exemple, les indicateurs avancés, les fameux PMI, quand on regarde, il y a un indicateur pour le secteur de la construction. Quand on regarde le dernier indicateur PMI en Allemagne, il est sorti, certes supérieur à 50, mais beaucoup moins important
beaucoup moins fort que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un véritable problème de pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs très porteurs. Et que ça freine la construction. Et que ça freine la construction. Et donc, ils nous disent, attention, si vous n'arrivez pas à calmer tout ça, on va risquer d'avoir une inflation. Et le point de Schäuble, c'est s'il y a de l'inflation, alors on a de la perte de crédibilité de la monnaie se dévalue, et ça veut dire que globalement, la zone euro s'appauvrit. Et nous ne voulons pas être ceux qui sont à l'origine de l'appauvrissement de la zone euro. Le raisonnement, en particulier pour un pays qui dépend beaucoup de l'épargne, qui dépend beaucoup d'une il est implacable. D'une démographie un peu compliquée, est implacable. Implacable. Et on l'avait oublié parce que la pandémie a fait que tout le monde s'est retrouvé dans le même état. Donc tout le monde a dit, OK, pas de problème, quoi qu'il en coûte, on y va. Là, ça commence à être plus compliqué. Alors tu m'as dit ça, et est-ce que tu fais le lien avec les toutes dernières déclarations d'Emmanuel Macron et du gouvernement français sur la réforme des retraites ? Oui, clairement. Et voilà, c'est ça. Clairement. C'est-à-dire que là, il faut donner des gages. C'est-à-dire qu'il faut dire, on a bien conscience qu'on nous a énormément aidés et qu'on est prêt d'ailleurs sur 2022 à faire preuve encore d'une certaine mansuétude. Quand on voit le commissaire européen au budget, l'extrêmement rigoureux Vladis Dombrovskis, qui est quand même la voix des pays frugaux, c'est le laiton Dombrovskis, c'est clairement la voix des pays frugaux, qui dit, j'ai bien compris que c'était pas pour 2021, ni même pour 2022, le retour aux équilibres et qu'il fallait travailler sur plus tard. C'est aussi un gage donné à la France pour dire, on a bien compris, maintenant présentez-nous un plan qui nous permettent, à partir de 2022, de montrer quand même que vous êtes sur un schéma qui recommence à être un schéma crédible. Et donc, ça veut dire qu'ils vont revenir avec leur fameux 3% de déficit. Parce qu'il y avait toute une réflexion que moi, je trouve très intéressante et pour le coup parfaitement fondée, ouais, qui est non plus de prendre le stock, enfin le déficit budgétaire par rapport au PIB, mais de voir combien cette dette nous coûte. Voilà, c'est ça. Or, elle nous coûte de moins en moins cher. On le sait, on l'a beaucoup décrit, elle s'aggrave. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces nouvelles lectures autour des déficits, tout ça, ça va être balayé. Je pense qu'on va avoir d'une certaine façon une nouvelle lecture, mais qui va peut-être pas être autour de la lecture du coût nominal de la dette, mais plutôt autour de la composition des dépenses. C'est-à-dire que retour à un certain nombre de fondamentaux européens, c'est-à-dire c'est quoi votre véritable déficit conjoncturel et c'est quoi votre déficit structurel ? Qu'est-ce qui finance réellement des dépenses d'avenir et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on finance votre train de vie ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est véritablement le sujet. Et effectivement, au cœur du modèle social français, il y a 14%, c'est les retraites. 14% du PIB, pas 14% des dépenses sociales. Voilà. 14% du PIB, c'est les retraites. Donc clairement, si on ne s'attaque pas à ça, si on ne montre pas qu'on est sérieux sur ce sujet-là, alors on va avoir des problèmes pour avoir l'autre partie de l'argumentation que tu développes très justement et dire ok, mais laissez-nous quand même du temps parce qu'on sait bien que les taux de la zone euro n'arriveront pas à 5% tout de suite dans 3, 4, 5 ans. On sera ruiné avant les 5%. Voilà. Déjà à 2 ou 3. Déjà, si on est à 3, on sera déjà pas bien. On sera déjà pas bien. Clairement, 1% de plus, c'est 25 milliards par an. Sur la totalité de la dette, on a quand même une maturité à 7%. C'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas si tu as lu ça, mais les économistes de l'école de Toulouse, Augustin Landier, David Tesmar, disent la France en fret devrait maintenant saisir l'occasion de payer sans doute un tout petit peu plus cher, mais de s'endetter à 20, 30, 40 ans. Et d'allonger la maturité. D'allonger la maturité pour écarter justement cette pression qui pourrait arriver assez vite si jamais les taux d'intérêt devaient remonter. En fait, ça c'est effectivement nécessaire. La question, c'est qu'on ne peut pas faire ça, par exemple, pour le déficit du budget annuel. Le budget annuel doit être financé tous les ans. Tous les ans, ça fait partie de la loi de finances et ça fait partie des règlements de bonne gestion. Donc oui, ça nous donnerait du temps, mais non, ça ne nous permettrait pas de ne pas donner de gages sur le fait qu'on est conscient de la situation et que la croissance revient. Tout le monde est content. Tout le monde, je pense, est soulagé du fait que ça a l'air de fonctionner. La croissance revient, la pression épidémique baisse, les vaccins fonctionnent, formidable. Maintenant, tirez-en les conclusions. Tout le monde nous a aidés. C'est le moment de se projeter réellement vers l'avenir. Pas pour dépenser encore plus et creuser encore plus les déficits. Et ça, les Allemands sont là pour nous dire bon, on a toujours été derrière vous, mais là, il va falloir quand même changer, quoi. Et donc, la réforme des retraites, le sujet, c'est pas les retraites, le sujet, c'est Schäuble. Le sujet, c'est Schäuble. Ouais, voilà. Ouais. Le sujet, c'est Schäuble, et le sujet, c'est la future CDU. Bon, et donc, celui qui tout à coup s'est réveillé milliardaire, non, je plaisante, mais donc le patron de Cégide, qu'on avait reçu, alors c'était le 4 mars dernier. Là, donc, KKR est entré au capital de Cégide, valorisation 5,5 milliards de dollars.
mais il faut dire que Pascal Houillon a des perspectives solides. Il nous les dévoilait donc il y a quelques semaines.